Dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi dans toute la France de la vaccination contre la grippe A. Comme prévu, elle n'a pas vraiment fait recette. On ne s'est pas bousculé dans les centres malgré l'exemple très médiatisé de Roselyne Bachelot. Petit règlement de compte entre anciens amis. Charles Pasqua accuse Jacques Chirac. Il était informé des ventes d'armes à l'Angola, dit-il. C'est dans cette affaire que l'ancien ministre a été condamné à 1 an de prison ferme. Un témoignage inédit dans ce journal sur le convoyeur aux 11 millions d'euros, celui de son collègue qui était à ses côtés dans le fourgon avant le vol. Pour lui, Tony Musulin est une énigme. Doit-on interdire la télévision aux plus jeunes enfants ou en limiter l'accès? Alors que des chaînes ont été lancées pour les moins de 3 ans, le CSA diffuse une campagne de sensibilisation à destination des parents et un livre relance les interrogations. La sécheresse s'étend dans l'hémisphère sud. Comme l'Afrique, l'Amérique latine est touchée. En Australie, c'est la canicule et les incendies sont déjà là. On fera le point sur une expérience agricole en cours dans le désert du Negev en Israël. Enfin, la vogue des cosmétiques bio, ils représentent une part croissante du marché. Mais faut-il croire à leurs effets et peut-on être sûr de ce qu'on achète? C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. 1000 centres ouverts dans toute la France, 10 par département en moyenne. C'est parti donc pour la campagne de vaccination contre la grippe A. Le point sur la procédure et sur la fréquentation. Perrine Bonnet, Ziden Berkous avec nos bureaux en région. Traqués comme des vedettes, les premiers candidats au vaccin. Décalez un tout petit peu s'il vous plaît qu'on ait bien le... D'autant qu'ils n'étaient pas très nombreux, une centaine dans ce grand gymnase parisien. L'un des 1060 centres de vaccination ouverts depuis ce matin. Même constat avant, vous êtes mère de famille, était seule à l'ouverture. Dans ce centre de Lille, avec seulement une dizaine de vaccinations dans la journée. Là, il n'y a personne, je suis surpris. Ou ici à Marseille. Les 7 agents et infirmières se sentaient un peu seuls ce matin. La population n'est pas encore suffisamment motivée ou, disons, imprégnée des risques qu'elle encourt. Ce soir, pas d'estimation sur le nombre de personnes vaccinées. Très souvent des malades chroniques, mais pas seulement. Je suis dans la garderie, j'ai des enfants que je garde, donc je suis venue pour me faire vacciner parce qu'il y a eu déjà une épidémie dans l'école où je travaille. Parce que j'ai été greffée, parce que j'ai du coup un taux de défense immunitaire très bas. Pour être tranquille, pas être malade, protéger les gens, protéger la famille, tout ça. Tous ont suivi le même parcours, estimé à 15 minutes. D'abord l'accueil, puis ce document à remplir avec 9 questions du genre: avez-vous eu une réaction grave lors d'une vaccination ou fait l'objet d'une contre-indication à une vaccination? Des informations très utiles pour le médecin qui, en entretien individuel, décide ou non de prescrire le vaccin. Si c'est oui, direction la piqûre. Et enfin, il se retrouve sur le poste final, qui est le poste de traçabilité, dans lequel en fait on va prendre les références du vaccin afin d'assurer la sécurité sanitaire qui est nécessaire dans ce cas-là. Ce qui permet en cas d'effet secondaire important de retrouver le lot de vaccins qui poserait problème. Voilà ce que prévoit le dispositif. Mais il y a les imprévus. Le médecin de ce monsieur lui a conseillé un vaccin non adjuvanté. Ne nous posez pas de questions parce qu'on arrive, on débat. Pas encore disponible. À la pitié. Autre souci pour ce père de famille qui n'a pas reçu le bon pour ses 2 petites filles asthmatiques. La préfecture l'a orienté directement vers le centre de vaccination. Il faut aller dans la caisse d'assurance maladie la plus proche du domicile. Les caisses d'assurance maladie sont fermées le jeudi, madame. Et bien alors il faut revenir demain. Il devra revenir. La machine à éditer les bons n'est pas encore arrivée. Alors y a-t-il plus de monde ce soir dans les centres encore ouverts? Bonsoir Stéphanie Lafuente, vous êtes en direct à Agno, en Alsace. Quelle est l'affluence? Alors ici, il y a eu un peu plus de monde que dans les autres centres précédemment vus dans le reportage de Perrine Bonnet. Nous allons voir cela avec le directeur de centre. Ici, ce sont 75 000 personnes qui pourraient venir dans ce centre. Monsieur Bell, bonsoir. Alors, combien de personnes sont venues? Qui sont-elles et êtes-vous satisfait? Absolument. Aujourd'hui, nous avons eu 86 personnes, des enfants, des parents, des nourrices, des médecins. Et c'est très, très satisfaisant pour la première journée. Et donc, Monsieur Bell vient de nous le dire, des médecins notamment, et il y en a encore un ici ce soir parmi les derniers à venir. C'est Monsieur Young qui est venu se faire vacciner. Monsieur Young, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors dites-nous, pourquoi vous vous faites vacciner en fait? En tant que médecin généraliste, je ne peux concevoir de ne pas me vacciner si je veux être à la disposition de mes patients. Par ailleurs, j'invite tous les gens vraiment à se faire vacciner.
Et donc, comme M. Young vient de nous le dire, tout le monde pourra encore venir. Le centre rouvrira ses portes demain matin à 9h30. Les personnes prioritaires, bien sûr, sont prioritaires, mais dans la mesure où il y a suffisamment de vaccins, tout le monde peut venir, même si vous n'avez pas de bon. Ici, en tout cas, on vous vaccinera. Ouf, ça y est, la piqûre est faite. Merci Stéphanie Lafuente, ça n'a pas l'air trop douloureux. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le sujet. Rappelons qu'au Canada ou en Suède, le public s'est au contraire massivement présenté pour se faire vacciner. Un dernier mot, et c'est peut-être une information importante, on l'a appris il y a quelques minutes. Un cas probable de syndrome de Guillain-Barré vient d'être signalé par le ministère de la Santé. Il pourrait être lié à la vaccination précisément contre la grippe A. Il s'agit, vous le savez, d'une maladie rare du système nerveux, mais elle n'est pas forcément grave. En l'occurrence, il s'agit, semble-t-il, d'une forme modérée qui a évolué favorablement. C'est ce que précisent les services de Roselyne Bachelot. Nous y revenons évidemment plus en détail d'ici à la fin de ce journal. L'actualité judiciaire avec l'offensive de Charles Pasqua, le show Pasqua pourrait-on dire, tant l'ancien ministre a fait le spectacle. Il avait promis des révélations après sa condamnation dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola et il a effectivement mis en cause directement aujourd'hui Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Mais peut-on vraiment parler d'éléments nouveaux? Reportage Dominique Verdaillan, Hervé Pozzo. Une folie médiatique que Charles Pasqua n'a jamais connue au cours de sa carrière politique, ni lors de ses 2 procès. Je vais rafraîchir la mémoire de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, avait-il promis. Condamné pour avoir touché 230 000 € en échange d'une intervention dans le dossier des ventes d'armes à l'Angola entre 1993 et 1998, Charles Pasqua ne décolère pas. Toutes les plus hautes autorités du pays ont été informées, claironne-t-il, mais ces attaques visent d'abord Jacques Chirac. Ce que je condamne, c'est que dans toute cette affaire, depuis qu'elle a éclaté, le président de la République, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, n'ait jamais assumé ses responsabilités. Et je l'accuse de ne pas avoir assumé ses responsabilités. Il en est de même d'ailleurs pour Dominique de Villepin. Tous deux ont manqué à leur devoir. Pas de révélation, mais une défense qui s'appuie sur des documents déjà aux mains des juges. Charles Pasqua se défend de régler des comptes. Moi, je ne charge personne, je dis la vérité. Dans un communiqué ce soir, Jacques Chirac rappelle qu'il est favorable à la levée du secret défense. D'autres dossiers attendent Charles Pasqua. En avril, il sera jugé par la Cour de justice de la République. On en vient maintenant à ce témoignage dans l'affaire Tony Musulin, du nom de ce convoyeur parti avec 11 millions d'euros, dont 9 ont déjà été retrouvés. Depuis plusieurs jours, on s'interroge sur sa double vie. Et bien ce soir, pour la première fois, l'un des 2 hommes qui l'accompagnaient ce jour-là dans le fourgon blindé a accepté de s'exprimer. À Lyon, Benoît Gadret, Thierry Simonet. Il a les yeux rougis par la fatigue. Difficile de trouver le sommeil après un tel événement. Philippe Ferrero était dans le fourgon blindé. Lors d'une halte, il est descendu avec son collègue. À leur retour, Tony Musulin avait disparu avec le camion. On pense à plein de choses, quoi. Je veux dire. Après, on dit est-ce qu'il n'a pas été braqué, on l'a pas forcé à partir. Il y a plein de choses qui tournent dans notre tête. Voilà. Sur le coup, vous n'avez pas compris qu'il était parti de lui-même? Non, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. De la part de notre collègue, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Personne ne pouvait imaginer ça, je veux dire. Non, on n'a pas imaginé un maman qu'il ait pu faire cette chose-là. Hein. Est-ce qu'il y avait des signes dans son comportement dans les jours qui ont précédé, qui montraient une certaine fébrilité Il était fatigué, oui, il était fatigué. Ouais, je le trouvais fatigué, moi. À la Banque de France, c'est Tony Musulin, le chauffeur, qui, contrairement à la procédure, s'est occupé du chargement des billets. Vous avez su que vous chargiez autant d'argent? Non, non. Non, parce que c'est lui qui avait fait les papiers, donc on n'a pas... Non, aucun moment, on n'a pas fait attention, je veux dire. On avait une confiance, on avait confiance en lui, quoi. Comment le convoyeur s'est-il mué en voleur? Pour Philippe Ferrero, ce serait une sorte de pied de nez d'un homme en mal de reconnaissance, en conflit latent avec son employeur. Il a voulu peut-être lancer un appel, je veux dire. Il a peut-être voulu lancer un appel. C'est-à-dire je sais pas, dire regardez, vous nous prenez... Enfin, je veux dire, on n'est pas payé à notre juste valeur, peut-être. Et puis, voyez ce que je suis capable de faire. Si vous ne me respectez pas, regardez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Philippe Ferrero est aujourd'hui mis à pied. Le motif et la sanction lui seront notifiés dans une semaine par son employeur. Ce qu'il a fait, c'est pas excusable. Mais non, je n'en veux pas, non.
Non, c'était un collègue de travail, je ne vais pas le dénigrer, hein, je veux dire. Maintenant, il nous laisse avec plein d'interrogations, quoi. Dans leur fourgon, les deux convoyeurs faisaient équipe depuis plusieurs mois. Mais Tony Musulin était, semble-t-il, très discret quant à sa vie privée. En bref, à propos de délinquance, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a présenté aujourd'hui les derniers chiffres, ceux du mois d'octobre, et il évoque une rupture après la hausse de ces derniers mois, puisque la baisse est de 6% par rapport au même mois de l'an passé. La gauche ironise en indiquant qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et en dénonçant, je cite, une politique stérile fondée sur la course aux chiffres. Alors on en a parlé ces derniers temps, dans les catégories en augmentation ces derniers mois, il y a les cambriolages. Parmi les régions les plus touchées, l'arrière-pays cannois, eh bien là-bas une expérience est en cours, celle des voisins vigilants. Ils ont décidé de former des chaînes d'alerte. Enquête Karine Comazzi, Nicolas Auer. Même quand elle fait un saut chez sa voisine à 50 mètres de chez elle, Madame Rudzizi ferme sa porte à clé. On ne sait jamais. Vous savez, il suffit que quelqu'un arrive juste à ce moment-là. Bon, on n'est pas censé savoir à quel moment les voleurs vont arriver éventuellement. Donc, très vigilante. Je crois que c'est ancré dans moi depuis toujours. Il y a 2 ans, elle a été l'une des premières animatrices du réseau Voisins Vigilants. Depuis, tout le quartier s'y est mis. Cette voisine, par exemple, qui note en son absence tout mouvement suspect. Je prends les plaques d'immatriculation et puis où j'informe la police municipale. Elle verrait une camionnette qui s'introduit chez moi et qui déménage des choses. Ça, elle trouverait ça suspect et vice-versa, vous voyez. Donc, voilà, on se surveille mutuellement, on va dire. Si elle sait que nous ne sommes pas là, automatiquement, personne n'a à venir à la maison. 80% des habitants de Mouansartou ont un œil sur leur porte et sur la maison du voisin. Madame Rudzizi, elle est référente. Si quelque chose survient, elle appelle la police, puis active la chaîne des voisins. Et parfois, cela débouche sur une interpellation. C'est arrivé à cette dame blonde, escroquée par un vendeur de brioches. J'ai vite compris et j'ai dit très bien monsieur, moi j'appelle la police municipale. Il n'y a aucune délation chez nous. La frontière, elle s'arrête là où commence le travail justement des officiels de la police et de la gendarmerie. Ils font des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais entre les forces de l'ordre et les voisins vigilants, l'échange d'informations fonctionne si bien qu'on peut s'interroger. Ces indicateurs bénévoles ne seraient-ils pas tentés de pousser le civisme plus loin? Ce monsieur, par exemple, regrette de ne pas avoir pu empêcher le cambriolage du voisin. Vous seriez intervenu? On m'a dit de ne pas intervenir. Ça vous tente? Ça dépend qui. Si ce sont des jeunes... on m'a dit de ne pas forcer... non, c'est pas recommandé, disons. Nous, on essaye de bien sensibiliser justement nos voisins et de bien les cadrer avec tous les moyens qu'on a au niveau de la gendarmerie. C'est-à-dire on fait une sélection dès le départ. De Mouansartou à Nice, 46 communes des Alpes-Maritimes ont rejoint le réseau Voisins Vigilants, un œil d'azur braqué sur la sécurité. La politique, on l'attendait sur l'agriculture. Nicolas Sarkozy a finalement décidé de consacrer son déplacement dans la Drôme tout à l'heure au débat controversé sur l'identité nationale. Un débat nécessaire et noble, dit-il, Nicolas Sarkozy qui, au passage, a pris les devants dans un autre débat, celui sur la burqa. Alexandre Carra, Jean-Marc Nouknouk. Une Marseillaise un peu inattendue pour rendre hommage aux martyrs du Vercors. Inattendu comme ce déplacement officiellement consacré à l'agriculture est finalement dédié à l'identité nationale, en quelque sorte un ajustement très politique. Objectif pour Nicolas Sarkozy, justifier un débat très contesté depuis son lancement par Éric Besson. Nous devons parler de notre identité nationale. Ce n'est pas dangereux, c'est nécessaire. L'objectif est simple, ne pas laisser le thème de l'identité nationale à l'extrême droite. La France est un pays où il n'y a pas de place pour la burqa, où il n'y a pas de place pour l'asservissement de la femme. Un discours aux accents de campagne. À 4 mois des régionales, le chef de l'État cherche ostensiblement à mobiliser son électorat traditionnel. On ne peut pas vouloir bénéficier de la sécurité sociale sans jamais se demander ce que l'on peut faire pour son pays. On ne peut pas vouloir bénéficier des allocations chômage sans se sentir moralement obligé de tout faire pour retrouver du travail. L'identité nationale, un débat qui concerne chaque citoyen. Une bonne raison pour le chef de l'État pour en faire une priorité présidentielle. Et ironie du sort, le discours ne s'est pas terminé par la Marseillaise apparemment,
Quelqu'un avait oublié d'apporter la bande son. Une image de François Fillon en visite pour 3 jours au Vietnam. Visite axée notamment sur l'économie. Un premier accord de principe pour la livraison de 4 Airbus a été signé. Il est question aussi de la vente de nucléaire civil. Le lancement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une campagne pour alerter les parents sur l'impact de la télévision sur les jeunes enfants. Vous le savez, des chaînes ont récemment été créées pour les moins de 3 ans. Doit-on interdire la télévision aux tout petits ou en limiter l'accès? Un livre relance également les interrogations. Jean-François Firé, Diane Richard. Les pingouins rigolos offrent chaque soir un peu de répit à la famille Maillard. À Barthélemy avant tout, 3 ans seulement et déjà captivé par l'écran. À maman aussi qui apprécie le calme dans la maison, mais 20 minutes, pas plus. Il n'y a pas qu'un enfant forcément à suivre. Ça me donne moi une marge de manœuvre pour pouvoir m'occuper de manière individuelle d'autres enfants dans un temps limité. Chez les forts, tout se passe différemment. La télévision est systématiquement éteinte quand la petite Valentine, 16 mois, est dans la pièce. Malgré toutes ces précautions, difficile d'échapper à l'envahisseur, chez la nounou notamment. Elle-même a des enfants qui aiment bien regarder la télévision, comme tous les enfants un peu plus vieux, on va dire. Et c'est sûr que le soir, ça peut arriver qu'elle regarde la télévision avec eux. De plus en plus, la télé s'adresse aux tout petits et fascine. Programmes dits pédagogiques, dessins animés aux couleurs vives et même chaînes qui leur sont réservées. À leur arrivée en France en 2007, elles avaient fait polémique. On les accusait d'être abrutissantes. Ce que je préfère, une carotte. À l'époque, l'un des directeurs se défendait. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est un environnement protégé, conçu spécifiquement pour les tout-petits, avec un contenu éducatif. 2 ans après, l'audience de ces chaînes émises de l'étranger reste confidentielle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas pu les interdire, mais les déconseille fortement. Même si ça les calme, c'est pas bon pour leur développement, parce qu'ils sont trop habitués à recevoir comme ça des stimuli nerveux trop puissants et qui ne sont pas capables de gérer. Il vaut mieux éteindre la télé, qu'ils regardent maman passer l'aspirateur. Pendant 3 jours, dès le 20 novembre, les chaînes apposeront ce logo sur leur programme afin d'alerter les parents du danger. Car oui, selon la majorité des pédopsychiatres, il ne fait aucun doute, la télévision est néfaste aux très jeunes téléspectateurs. Un enfant avant 3 ans, il construit sa personnalité et il a besoin pour ça de pouvoir interagir avec tous ses sens. Toucher, porter à la bouche, flairer. Un enfant devant la télévision, il regarde, il entend, il bouge plus. Il faut donc parler, décrypter l'image avec son enfant. En moyenne à 4 ans, il passe plus de 2 heures par jour devant la télévision. Nous sommes là pour vous aider à protéger vos enfants. L'actualité à l'étranger avec la sécheresse qui s'étend dans l'hémisphère sud. On a parlé ici même de l'Afrique. Eh bien, l'Amérique du Sud est également touchée. Image ici de Bolivie où elle sévit depuis plusieurs semaines. Elle a déjà causé la perte d'au moins 11 000 têtes de bétail. Et puis en Australie, c'est la canicule qui fait rage avec des températures qui dépassent les 35 degrés pour le 5e jour consécutif. Image ici d'Adélaïde. Chacun tente de se rafraîchir comme il peut, vous le voyez, même les koalas. Et déjà, les pompiers font face à d'énormes incendies. Alors, un pays est en pointe pour les recherches agricoles en région désertique. Il s'agit d'Israël. Et voici une expérience étonnante des oliviers irrigués à l'eau saumâtre dans le désert du Negev. Reportage Martine Laroche-Joubert, Mossi Harmon. Le désert du Negev, à 2 heures de Jérusalem. Le royaume des Bédouins, un laboratoire pour Israël. Voici l'unique oliveraie au monde irriguée à l'eau saumâtre, une oasis de 300 hectares. Loin de leur mode de vie ancestral, les Bédouins apprennent à maîtriser la technique de la cueillette des olives, différente chaque année. L'année dernière, il y avait beaucoup d'olives, mais cette fois-ci, il y en a moins. À l'origine de ce miracle, un forage pétrolier. Une déception, pas d'or noir, mais une découverte. Une immense nappe d'eau salée à 700 mètres de profondeur. En vrai magicien, Uri Yogev la métamorphose en or vert. La plupart des fruits ne poussent pas ici. Des oliviers, c'est possible. Mais dans ce désert de pierre, pas de prodige d'un coup de baguette magique. Uri Yogev est un expert, il connaît les secrets de l'alchimie de ces oliviers, leur ennemi, l'eau de pluie. Nous utilisons ces bandes de plastique pour éviter les effets de la salinisation. Quand nous irriguons les oliviers avec de l'eau salée, l'eau s'évapore dans l'atmosphère et le sel se concentre sous la surface.
Grâce au plastique, quand il pleut, la pluie ne pénètre pas le sous-sol et n'entraîne pas le sel à l'intérieur des racines. Des olives commercialisées par cet homme d'affaires. Le sel enrichit les sols en minéraux et apporte beaucoup plus d'antioxydants à l'olive elle-même. Et donc tous les éléments volatiles qu'on peut retrouver dans l'huile d'olive sont supérieurs à la normale. Une réussite pour une expérience particulièrement précieuse ici. Nous sommes en Israël, il y a peu de terre et peu d'eau. Ou bien nous profitons au maximum des conditions telles qu'elles sont, ou bien on ne fait rien. D'autres pays arides, l'Inde, l'Afrique, s'intéressent à cette science des oliviers. Une parcelle encore, mais l'ébauche d'une planète plus riche et plus verte à la fois. Il est 20h19, restez avec nous. À suivre, l'invention américaine qui pourrait changer la vie de centaines de milliers de personnes handicapées. Elle permet de commander un ordinateur ou un fauteuil roulant avec la langue. L'économie avec la traditionnelle étude sur les dépenses de Noël. Cette année encore, notre budget moyen pour la table et les cadeaux devrait reculer, montant 650 € par foyer. Et puis, faut-il croire aux effets des cosmétiques bio? Et peut-on être sûr des produits qu'on achète? Le secteur pèse maintenant 2% du marché, il est en pleine croissance. D'abord donc les sciences avec ce procédé mis au point par des ingénieurs d'Atlanta aux États-Unis et qui offre de nouvelles possibilités, en particulier aux personnes à mobilité réduite. C'est un système de guidage par la langue. Envoyé spécial Loïc Delamornay, Chris Erickson. Cruz Bogle est tétraplégique. Il n'a plus l'usage ni de ses mains, ni de ses bras, ni de ses jambes et est complètement dépendant d'autres personnes. Pourtant, le voici qui manœuvre son fauteuil roulant selon sa propre volonté et avec précision. Regardez sa bouche, c'est presque imperceptible. Il utilise son 5e membre, la langue. C'est le laboratoire de l'université d'Atlanta qui vient de créer cette invention spectaculaire, l'espoir d'une indépendance pour de nombreux paralysés. Dans le corps humain, l'influx nerveux pour commander les bras et les jambes passe par la moelle épinière. Les tétraplégiques ont la moelle épinière sectionnée, mais ils peuvent bouger la langue comme vous et moi. Car l'avantage de la langue, c'est qu'elle est contrôlée par un nerf, relié directement au cerveau. La découverte, c'est cette pastille, infiniment plus petite qu'une pièce de monnaie, fixée sur le bout de la langue. Un ordinateur calcule les mouvements de la langue vers les dents. À chaque dent correspond une fonction particulière, certaines pour allumer la lumière ou naviguer sur Internet, d'autres pour diriger son fauteuil. Par exemple, si je veux tourner à gauche, je dirige la pastille sur ma langue vers ma dent gauche, en bas, comme ça. Si je veux tourner à droite, canine droite en bas. Et mes incisives du haut, c'est pour aller tout droit. L'apprentissage est facile. Nous avons testé ce dispositif. Il suffit de s'entraîner au moyen d'un programme spécial de jeu vidéo. La langue fonctionne comme une souris d'ordinateur. C'est elle qui contrôle ce petit plongeur orange. Comme vous le voyez, il ne m'a fallu que 5 minutes pour maîtriser les fonctions de base de ce système. Avec un léger cheveu sur la langue, il est vrai, ce système est déjà tellement au point qu'il devrait être commercialisé dans les 2 ans à venir pour un prix d'environ 7 000 €. Mais à Tokyo, les Japonais imaginent plus fort encore. Cette machine lit les impulsions électriques du cerveau. Il suffit de penser à gauche pour que le fauteuil tourne à gauche. Mais cette technologie est bien plus compliquée et actuellement nettement moins au point que le contrôle par la langue. L'économie, sachez d'abord que Michel Rocard et Alain Juppé se sont mis d'accord. La commission sur le grand emprunt proposera un montant de 35 milliards d'euros. Le rapport sera remis dans une semaine à Nicolas Sarkozy. Et voilà qui nous amène à l'étude annuelle sur les dépenses de Noël. Budget moyen prévu cette année, 650 € par foyer. Un budget qui baisse encore pour la 2e année consécutive de 3,5%. Caroline Thébault, Dominique Bonnet. Les listes au Père Noël s'allongent. Avec tout ce que petits et grands ont commandé cette année, ça risque de lui coûter très cher. Une caméra, un portable, une trottinette, faire un voyage à Venise, une Ferrari. Les présents, c'est en effet le premier budget pour les fêtes. Selon le cabinet Deloitte, les Français comptent dépenser environ 420 € pour les cadeaux, 165 pour les repas, 65 pour les loisirs et sorties des vacances. Total, 650 € par famille. Un budget en baisse de 3,5% par rapport à l'année dernière. Pour beaucoup, les cordons de la bourse restent serrés, mais pour les enfants, la voie est libre.
Je n'achète que des jeux vraiment ciblés, ce que mes enfants n'ont pas eu l'année précédente. C'est au-dessus de nos moyens, quoi. Mais bon, on a quand même fait une exception pour notre fille. Et les adultes? Les adultes, on les oubliera pas, mais ça sera à la fin. Sachez que le petit billet au pied du sapin, c'est ce qui ferait le plus plaisir aux adultes, avec vêtements et cartes cadeaux. Pour les courses, cette année encore, il y a ceux qui piétinent et ceux qui surfent. Ah mais là, il n'y a pas beaucoup de réduction. 42% des Français interrogés comptent aller sur Internet. C'est devenu le deuxième lieu d'achat après les hypermarchés. Car l'objectif est toujours le même, faire plaisir à toute la famille au meilleur prix. La vogue du bio s'étend aux cosmétiques. Le secteur est en pleine croissance. Même les grandes marques s'y mettent, car contrairement aux aliments biologiques, les cosmétiques naturels ne sont pas plus chers que les autres. Alors faut-il croire à leurs effets? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laurence Decherf, Frédéric Faure. Dans quelques semaines, elles vont envahir l'Hexagone. Ces affiches d'une campagne de publicité annoncent le lancement d'une nouvelle gamme de maquillage bio par un géant français de la beauté. Une marque naturelle dont les formules sont naturelles de 98 à 100%. La cosmétique bio, un marché émergent qui tente l'industrie. 30% en plus chaque année, c'est 500 produits nouveaux en rayon. Crème, gel douche et maquillage, on trouve aujourd'hui tout au naturel. C'est un marché qui est émergent. On y croit. On espère pouvoir prendre une belle place sur ce marché. Et pour cause, comme en agriculture biologique, la cosmétique bio attire le client, comme ce couple qui n'achète plus de produits classiques. J'ai pas envie d'utiliser ce genre de choses où il y a n'importe quoi dedans. Qu'est-ce que vous craignez? Tous ces produits dérivés de l'industrie chimique qu'on nous met dans ces produits, qui peuvent donner d'abord, ne serait-ce que des allergies, des trucs comme ça. Quand on est allergique, on ne peut pas les utiliser. Et puis ensuite, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'environnement, c'est dégueulasse. Mais pas facile de décoder les étiquettes des produits. Bio, faux bio, les fabricants surfent sur les mots ou les noms des laboratoires. Mais en regardant de plus près la composition des produits, pas beaucoup d'ingrédients naturels. Alors, comment s'y retrouver? Dans les enseignes spécialisées, tout est labellisé. Mais voilà, les labels, il y en a plein. L'important, c'est quel que soit le produit, c'est de rechercher sur l'emballage, sur le flacon, le label. Donc c'est le signe de la certification. Ici, on voit le label Cosme Bio, qui est le label français. En France, on a aussi le label Nature et Progrès. Pour les produits de marque allemande, on a le label BDIH. Avec ces labels sont exclus les composants issus de la pétrochimie. Parabènes, suspectés d'être cancérigènes, éthers de glycol, parfums ou colorants de synthèse, silicone et paraffine. Un cosmétique ne peut jamais être bio à 100%, car dans sa composition, il y a beaucoup d'eau et des minéraux qui peuvent être naturels, mais pas certifiables. Seuls les éléments d'origine végétale peuvent être cultivés en agriculture biologique. Pas plus efficace qu'un produit classique, le cosmétique bio est-il meilleur pour la santé? C'est mieux d'utiliser un cosmétique bio en ce sens qu'il y aura moins de produits chimiques à l'intérieur. Mais il faut pointer du doigt le fait que les cosmétiques bio peuvent entraîner des intolérances, des eczémas de contact, des allergies. Donc bio ne veut pas dire totalement inoffensif. Certifier ce qui peut être biologique, c'est le rôle d'EcoCert, un organisme indépendant. Aujourd'hui, c'est jour de contrôle chez ce fabricant de cosmétiques bio. Vous avez le numéro de l'eau afin de le retrouver chez le consommateur si on a des retours clients pour savoir exactement quelle matière première est entrée dans ces produits. Des matières premières contrôlées, des factures épluchées pour éviter les fraudes et quelquefois même des produits finis des magasins sont analysés. En produisant 4 fois plus qu'il y a 4 ans, ce fabricant cherche toujours de nouvelles formules. Les cosmétiques bio ont évolué, laissant place à des parfums plus agréables qu'il y a 10 ans et une conservation plus longue. On n'utilise pas, par exemple, nous, de pots de crème, on n'utilise que des flacons airless dans lesquels il n'y a pas d'air, donc aucun risque d'oxydation, une garantie au niveau conservation. D'ici 5 ans, un produit sur 20 sera certifié bio. Pas plus cher que les marques de luxe, le bio en cosmétique a un bel avenir devant lui. On reste dans le domaine de la santé et on revient maintenant, comme prévu, sur l'une des informations principales de ce début de soirée. On l'a appris juste avant le début de ce journal. Un cas probable de syndrome Guillain-Barré est signalé par le ministère de la Santé. Un cas enregistré après vaccination contre la grippe A. Ce syndrome est une maladie rare du système nerveux. Il est observé à cette importance sous une forme modérée, en l'occurrence, précise le ministère. Bonsoir Jean-Daniel Flezaquier, vous êtes notre spécialiste santé en direct de Tours. Ce syndrome, c'est l'un des scénarios redoutés par ceux qui rejettent ce vaccin.
Oui, c'est un phénomène extrêmement rare après vaccination. On estime le risque après vaccination à 1 cas sur 1 million, mais il faut dire que le syndrome de Guillain-Barré, il y en a à peu près 1500 à 1800 par an en France, mais qui sont généralement causés après des infections, non pas des vaccinations, mais des infections, c'est après notamment des grippes ou encore des gastroentérites. Et comme vous le rappeliez, ce sont des atteintes neurologiques, ce sont les cellules de défense de l'organisme qui vont attaquer les nerfs du patient, entraînant des troubles plus ou moins graves, pouvant aller jusqu'à la paralysie. Mais dans 80-90% des cas, ces syndromes régressent spontanément, sans séquelles. Il y a quelques formes graves, mais elles sont rares. Dans l'état actuel des choses, il est très difficile d'imputer ce syndrome de Guillain-Barré à la vaccination. Il faudra savoir quand est-ce que sont apparus les troubles neurologiques par rapport au moment où la personne a été vaccinée, savoir si elle n'avait pas un état infectieux avant d'avoir été vaccinée. En tous les cas, il faudra donc déjà démêler ces choses-là. Et puis savoir que cet accident est rarissime. Je le répète, dans les cas de vaccination, on estime la fréquence à 1 pour 1 million. Et en termes de protection, les avantages du vaccin restent énormément supérieurs à ces risques, même si cette affaire risque de jeter effectivement une ombre sur la vaccination. Jean-Daniel Fézaquier, merci pour ces premières explications. On comprend, Jean-Daniel, qu'il faudra attendre d'avoir d'autres informations pour être réellement fixé. D'une part, effectivement, pour savoir si ce cas est imputable à la vaccination, et d'autre part, sur la gravité qui ne semble pas importante de ce cas en cours. En tout cas, le ministère de la Santé rappelle qu'il s'est engagé à la transparence sur les effets secondaires de ce vaccin, d'où ce communiqué en début de soirée. Deux images de sport maintenant, avec d'abord ces rencontres franco-françaises aujourd'hui au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Tsonga s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a dominé en 2-7 un Gilles Simon diminué par une blessure au genou. Autre qualifié, Gaël Monfils, en 2-7 également, aux dépens de Julien Bento, tombeur hier de Roger Federer, qui n'aura donc pas été plus loin avec ce poids magnifique, vous le voyez, de Gaël Monfils. Et puis sachez qu'Arnaud Clément est éliminé face au Serbe Djokovic. On l'a appris il y a 1 heure, Henri Sérandour est mort, ancien membre du Comité international olympique. Il a été pendant 16 ans président du Comité national olympique et sportif français. Henri Sérandour avait notamment été à l'origine de la candidature malheureuse de Paris aux Jeux olympiques de 2012. Il est mort des suites d'une longue maladie. Henri Sérandour avait 72 ans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le coup d'envoi dans toute la France de la vaccination contre la grippe A. Comme prévu, elle n'a pas vraiment fait recette. On ne s'est pas bousculé dans les centres, malgré l'exemple très médiatisé ici de Roselyne Bachelot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. Un peu de soleil entre les gouttes. 20h35, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Demain 13h, Élise Lucet. À 20h et tout le week-end, Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.